Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une nouvelle notion de variable, ou bien ce qu'on appelle les variables composées qui sont les tableaux. Donc sachez bien que certains ils préfèrent aborder d'autres notions telles les fonctions pointeurs à la notion des tableaux. Moi donc j'ai préféré un petit peu commencer parce que là les tableaux ils comprennent plusieurs notions. On a les tableaux statiques, les tableaux dynamiques, les tableaux à deux dimensions, l'utilisation des tableaux avec les pointeurs qui est donc en parallèle avec les tableaux dynamiques. Et pour pouvoir travailler avec les tableaux dynamiques, il va falloir étudier les pointeurs en premier. Et j'ai pensé que c'est pas vraiment trop bon, surtout que les pointeurs c'est aussi un trou noir comme les boucles. J'ai pensé que ça serait très bon de commencer partie par partie parce que là, on ne va voir que la partie concernant les tableaux statiques, là où il n'y a pas de pointeur, juste des traitements simples comme on faisait avec les variables, déclaration, affectation, affichage, peut-être des petites manipulations et tout ça. Mais ça va se limiter au niveau des tableaux statiques. Une fois qu'on aura vu les notions des pointeurs et tout ça, on va pouvoir aussi revoir les tableaux, mais là, dans une nouvelle, si vous voulez, avec une nouvelle manière, où on va voir la location dynamique, parcourir un tableau en passant par des pointeurs et ainsi de suite. Et c'est juste pour revenir un petit peu sur les variables. On avait dit que une variable, telle qu'on l'avait vue, elle ne permet de stocker qu'une seule valeur à un certain moment. Par exemple, si j'ai ici la variable choix, et par exemple, j'ai mis choix égal à 3. Donc là, choix, elle aura la valeur 3 tant qu'il n'y a pas de scanf ou bien il n'a pas une autre infectation. C'est-à-dire que choix, il ne va pas pouvoir stocker cette valeur qui est 3 et peut-être une valeur qui va être saisie par l'utilisateur. Donc, une fois que l'utilisateur il va saisir, l'ancienne valeur il va être écrasé et la nouvelle va être affectée à l'adresse mémoire où se trouve ou bien où se situe la variable choix. Supposons maintenant qu'on a besoin de faire un programme qui permet la gestion des notes de 10 étudiants. Donc évidemment, l'unique solution qui va vous passer peut-être par la tête, c'est la déclaration du dit variable. Par exemple, on pourrait mettre, supposons qu'on a des notes de type int, donc on pourra avoir note 1, note 2, donc ainsi de suite jusqu'à note 10. Donc ça, c'est à peu près la solution la plus évidente que vous pouvez utiliser pour un programme pour gestion de notes pour 10 étudiants. Aussi, donc sachez bien que ceci va impliquer 10 fois le printf, c'est-à-dire printf saisir la note du premier étudiant, printf saisir la note du deuxième étudiant, ainsi de suite, et aussi 10 fois le scanf. Donc à chaque fois que vous allez afficher un message, vous aurez besoin de lire la note de l'étudiant. Supposons maintenant que votre programme, à un certain moment, l'école est agrandie, il y a plus de filières, plus de classes, plus de niveaux et tout ça, et que votre programme, il va devoir gérer 1000 notes. Là, ça va être un petit peu très astreignant de pouvoir déclarer 1000 variables, écrire 1000 fois le printf et 1000 fois le scanf. Là, on aura besoin juste d'une journée pour faire ça et notre code, il va être vraiment trop chargé, surtout si on essaie pour la manipulation de ces 1000 étudiants. Si par exemple, à un certain moment, on a besoin d'afficher les 100 premiers, donc ça va revenir toujours à écrire 100 fois le printf et 100 fois bon, voilà, juste le printf, il n'y a pas de scanf, donc c'est juste question d'affichage. Et pour aller même plus loin, si par exemple à un certain moment, le nombre d'étudiants que votre application il va gérer, on ne le connaît pas. Donc là, ça va vraiment nous causer un problème. Mais ne vous inquiétez pas, car il nous permet de rassembler plusieurs variables du même type. Donc j'insiste vraiment sur ça. Plusieurs variables du même type en une seule. Et chaque valeur, elle va être désignée par un indice ou un numéro qu'on pourra parcourir en utilisant les structures répétitives. Donc là, ça commence à faire un petit peu rose, vu qu'on va passer par les boucles, donc on n'aura plus à écrire
1000 fois le printf et 1000 fois le scanf. C'est la structure répétitive qui va se charger de ceci. Donc ces variables, c'est ce qu'on appelle les tableaux. Donc au lieu maintenant de déclarer par exemple 10 variables de type int not, je pourrais mettre int not 10. Donc ça, c'est à peu près la structure pour la déclaration d'un tableau. On a le type. La déclaration d'un tableau se passe de la même manière que pour les variables. La seule différence, c'est la taille ou bien le nombre d'éléments. Et par exemple, pour pouvoir, là, donc là, je vais vous écrire ça. Donc ça, c'est déclaration du tableau. Donc sachez très bien qu'il existe, qu'on peut passer par deux boucles, ou bien une seule, pour l'affichage et la saisie des données. Donc ça, c'est à peu près, c'est une coutume, si vous voulez, pour les tableaux. C'est pas vraiment trop difficile à faire. On peut passer par une boucle pour la saisie et une boucle pour l'affichage. Donc, on va un petit peu entamer la partie pratique des choses et ensuite, par la suite, revenir à la partie théorique. Là, donc, par exemple, si j'ai, donc là, je vais mettre remplir le tableau. Donc, pour cela, on va passer par la boucle for, puisqu'on sait déjà qu'on va commencer par un élément et on va s'arrêter au bout de 10. Donc, notez très bien que l'indice pour parcourir ou bien le premier élément d'un tableau, il commence par l'indice 0. Et le dernier élément d'un tableau, c'est vraiment l'indice ou bien c'est la taille du tableau moins 1. C'est-à-dire que moi, si je veux parcourir note, là, j'aurai par exemple note. Donc, je vais faire un copier-coller. Note 0, note 1, note 2, virgule, et enfin note 9, qui est le 10 moins 1. Ça, ce sont les indices qui vont permettre de différencier entre les différentes valeurs. Donc ça peut être équivalent lors de la déclaration. Int note 1, ça c'est int note 2, int note 3 et ainsi de suite. Pour différencier entre les éléments du tableau, parce que là, utiliser l'identificateur du tableau tout court, là, c'est une information vraiment incomplète pour le programme. Parce que donc je préfère un petit peu revenir à la partie théorique des choses pour que vous puissiez un peu assimiler avant de pouvoir continuer. Donc on avait dit qu'un tableau c'est un ensemble d'éléments, donc ça c'est plus magique pour vous, donc c'est du même type, ça c'est très essentiel, on ne peut pas mélanger deux types dans un tableau. Et aussi ayant un identificateur unique, c'est à peu près la même chose pour les variables, et finalement il se trouve sur un espace mémoire contigu. Donc, déclaration, elle peut se trouver dans un espace contigu. Donc, supposons là maintenant que ça, c'est notre mémoire. Ça, c'est les cases mémoire. Tout ce que vous voulez. Donc, désolé, je ne suis pas vraiment très doué en matière de dessin. Supposons qu'à un certain moment, on déclare int A, B et C. Là, ça va dépendre que de votre programme. Il peut affecter une adresse mémoire de C ici, peut-être A ici et vraiment B dans un emplacement vraiment trop loin. Donc là, les trois variables, ils sont vraiment trop dispersés et chacune existant dans une adresse mémoire ou bien dans une zone mémoire qui est vraiment trop loin de l'autre. Donc, on n'est pas vraiment sûr combien il y a d'octets entre C et A et on n'est pas vraiment trop sûr combien d'octets entre A et B. Donc, c'est pas vraiment tout le temps la même distance ou bien une distance double ou tout ce que vous voulez. Par contre, si je déclare par exemple int A3, donc un tableau de 3 éléments, Là, je suis sûr que, par exemple, je vais essayer de changer la couleur. Pen color, donc blue. Donc là, mon tableau, supposons qu'on commence par là. Donc là, mon tableau, il va prendre les 3 cases qui se trouvent ici. Donc là, ça, c'est A0 avec l'indice 0. Ça, c'est A1 avec l'indice 1. Et ça, c'est A2.
Notez bien qu'on avait commencé le premier élément de notre tableau 0 et le dernier, c'est la taille du tableau moins 1. Vu qu'on commence par 0, c'est à peu près, c'est très logique. Et là, les trois variables, donc le premier élément, le deuxième et le troisième, ils sont contigus. C'est-à-dire que si la case qui va suivre le A0, donc je suis sûr que c'est le A1, et la case mémoire qui va suivre le A1, donc je suis sûr que c'est le A2, et ainsi de suite. Donc si même j'ai quatre éléments, je pourrais avoir une case ici, mais notez bien que B il n'existe pas. Donc pour cela, c'est votre programme. Une fois vous déclarez un tableau, c'est votre programme qui va aller chercher un espace contigu dans la mémoire et le lui allouer. Ici, donc là, donc c'est à peu près ce que je viens d'expliquer. Supposons que là, on a déclaré un tableau de 4 éléments, un tableau d'entiers, tout ce que vous voulez, parce que là, je stocke que des entiers. Nous, on sait qu'un entier, il est codé sur 4 octets. L'espace mémoire que je vais réserver, c'est 4 fois 4, qui est 16 octets. Parce que là, je ne travaille qu'avec 4 éléments, un tableau de 4. Ça, c'est à peu près équivalent à déclarer 4 variables, int A, int B, int C, int D, de type entier. Là, je vais réserver la même taille. La seule différence, c'est que cette taille, elle va être contiguë dans la mémoire, c'est-à-dire en commençant de l'adresse 1000 jusqu'à 1012. Par contre, pour les variables, ça va pas être le cas. Il se peut que A elle se trouve dans l'adresse 1000. Et quand je dis 1000, c'est pas vraiment une adresse mémoire, ça. C'est juste pour vous illustrer des exemples. B elle peut être dans l'adresse 500, que vous voulez. C, 1050 ou 150. Et D dans un emplacement mémoire qui est vraiment trop loin des trois variables. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, on a le premier élément du tableau. Donc, supposons que ce tableau, c'est T4, c'est-à-dire qu'il y a l'identificateur T avec 4 éléments. Ça, si vous voulez, c'est T0, c'est-à-dire le premier élément, il se trouve dans l'adresse 1000, ayant la valeur 2. Ça, c'est T1, qui se trouve dans l'adresse 1004. Ça, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un entier, il est codé sur 4 octets. Il ne peut pas se trouver dans l'adresse 1001 parce que là, ça va faire juste un octet. La logique des choses, il veut que ça se trouve dans 1004. Donc là, le programme ou bien le compilateur, il comprend ça d'une manière implicite. Il sait que T, c'est un entier. Alors, le premier élément, s'il se trouve dans l'adresse 1000, le deuxième élément qui va suivre, il va ajouter 4 octets à l'adresse initiale qui est 1000. Donc, il se trouve dans 1004 ayant la valeur 5. Ça, l'élément suivant, c'est T2, qui se trouve dans l'adresse 1008. Bah, c'est juste pour expliquer. Là, le premier élément, il se trouve dans l'adresse 1000. Et nous, on veut accéder au troisième élément. C'est-à-dire que là, le programme, il doit ajouter deux fois, ou bien il doit aller à la troisième case. Ce qui implique, c'est 2 fois 4 qui est 8. Il va ajouter 8 octets à l'adresse initiale pour pouvoir accéder à la zone mémoire. Et finalement, on a le T3. T3 qui est égal, qui se trouve dans l'adresse 1012 et qui a la valeur 1. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a juste un indice ici qui va nous permettre de parcourir notre tableau. On a l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, 4, ça va dépendre de la taille de votre tableau. Mais ici, on a un entier qui s'incrémente par 1 à chaque fois qu'on veut accéder à la case suivante. C'est bon? Donc, je peux faire un accès direct. Donc, je peux mettre par exemple printf t2. C'est comme si j'essaie d'afficher une variable du type entier. Je peux mettre printf pour son d, t2 carrément comme ça. Il va m'afficher 12. Comme je peux, par exemple, utiliser un indice qui va s'incrémenter par 1 à chaque fois que je veux afficher ou bien traiter la case suivante. Parce que là, donc ça, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. On avait dit tout ça. Là, on avait dit que pour pouvoir accéder à un élément d'un tableau, juste le nom du tableau, c'est pas vraiment trop suffisant. On aura besoin aussi d'un indice. Et parmi les caractéristiques de ces indices, il est du type entier. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Et le premier élément du tableau, on commence par 0.
Et le dernier élément du tableau, c'est la taille du tableau, qui est 5 moins 1. Donc, le dernier élément, c'est, si vous voulez, dans ce tableau, c'est T4. Et un indice, il est toujours positif. L'indice ne peut avoir jamais une valeur négative. C'est bon? Donc là, je pense qu'on est un petit peu d'accord sur ça. Juste pour que vous puissiez comprendre comment ça marche les indices, là, on a un tableau int qui est de type, on a un tableau t qui est de type int. Sachez bien qu'un indice, il n'a aucune relation avec le contenu de votre tableau. Ceci dit que la troisième maison de la rue n'a pas forcément 3 habitants, si vous voulez. Donc, c'est pas si par exemple j'ai l'indice 2 que la valeur de la case où se trouve l'indice 2, elle va contenir la valeur 2, ainsi de suite. Donc là, parce que là, c'est une erreur commune qui est commise par la majorité des gens qui débutent en programmation. Et c'est pour ça que je vais insister un petit peu sur ça pour que vous puissiez l'assimiler d'une manière bien l'assimiler. Donc, supposons que ça, c'est un petit peu notre tableau. On a un tableau, par exemple, de taille n. Par exemple, supposons que c'est T1n, tout ce que vous voulez. Si je veux afficher le premier, donc le premier élément de mon tableau, donc là, je vais mettre T1 de 0. Donc là, je vais changer l'indice. Parce que lors de la déclaration, la taille qu'on donne à notre tableau, c'est pas vraiment un indice, mais elle va juste indiquer combien de variables ou bien combien de copies de variables je veux du même type. Donc là, je vais écrire printf t1 de 0, il va m'afficher 1. Si j'écris printf t1 de 1, il va m'afficher 6. Si j'écris par exemple printf t1 de n-3, parce que supposons ça c'est la taille n, n-3 il va m'afficher 70, printf de t1 t1 n-2 ça il va m'afficher 56 et finalement t1 avec l'indice n-1 qui va m'afficher 3. Donc on va essayer de mettre en pratique ce qu'on vient de voir un petit peu là. Donc là, j'aurais besoin de ma console. Supposons que là, donc je vais essayer de supprimer ceci et ceci. Donc là, j'ai déclaré un tableau de 10 entiers. J'aurais aussi besoin, donc je peux mettre int i et je peux mettre la déclaration dans la même ligne, comme ça, on est tranquille. Donc, pour pouvoir remplir un tableau, c'est juste parce que là, on avait dit que le premier élément du tableau, on commence toujours par 0. Donc ça va être i reçoit 0. On initialise le i par 0 parce que i, il est déclaré mais pas initialisé. Et je pense si vous avez déjà des problèmes au niveau de la boucle for et les expressions qui se trouvent dans la boucle for, vous pouvez toujours revenir à la vidéo concernant les structures répétitives. Là, la condition de sortie de cette boucle, c'est i inférieur strictement à 10. Et je veux que mon indice, il s'incrémente par 1 à chaque itération. Et là, je vais mettre par exemple un printf. Saisir élément. Du tableau. Et je vais mettre par exemple un i plus 1, virgule, printf. Non, pardon. Donc ça, c'est scanf. Et là, puisque je vais lire un entier, donc je vais passer par le %t. Et finalement, adresse. Là, je cherche l'adresse, pardon. Donc c'est adresse de t. Je l'ai nommé, donc pardon, note de i. Je vais ajouter un petit printf ici. Parce que là, j'ai pas mis de séquence d'échappement dans le premier printf. Si la boucle se réexécute, là, j'aurai saisir élément aussi dans la même ligne que le premier. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu ce code-là, on avait dit que le premier élément du tableau, il commence par 0 et le dernier élément, c'est n-1, c'est-à-dire 10-1. Finalement, c'est 9. Là, la boucle de sortie, elle peut être écrite de deux manières différentes, soit i inférieur strictement à 10, donc soit je peux mettre i inférieur ou égal à 9. Ça revient au
au même. Là, je vous apprends rien du tout de nouveau. Et là, le i++, c'est pour à chaque itération, le i, il va s'incrémenter par 1. Ceci, il va beaucoup nous aider pour pouvoir parcourir les cases de notre tableau. Parce que là, on a 10 cases. On veut que chaque case contient une valeur. Parce que là, si i ne s'incrémente pas, on aura deux problèmes. Le premier, c'est que la boucle, elle va tourner à l'infini, ça d'une part, et d'autre part, c'est toujours la même case qui est, par exemple, la case note de 0 qui va contenir toutes les valeurs qu'on va saisir. Et une chose qu'elle peut pas faire, c'est-à-dire qu'elle va écraser l'ancienne valeur et mettre la nouvelle valeur. Et concernant le i+1, c'est juste question d'affichage. Donc, je pourrais mettre directement le i parce que là, il n'y a pas d'affectation. C'est-à-dire, j'ai pas mis i reçoit i+1. Comme ça, moi, je suis sûr que c'est juste la valeur de i qui se trouve ici. Le programme, il va faire une addition, par exemple. Supposons que dans la première itération, on a i égale à 0, il va mettre 0 plus 1 et il va afficher le résultat de l'addition dans le pourcentage. Parce que là, j'ai mis les deux crochets juste pour vous expliquer ou bien pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit du premier quelle case dans le tableau. Donc, ça, notez bien que ça va jamais affecter la valeur de i. Une fois, c'est-à-dire que si i est la valeur 0, en exécutant cette instruction-là, i aura toujours la valeur 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas si l'opérateur d'affectation, on n'a pas affecté le résultat d'addition dans la valeur i. Par contre, ici, on le fait. Donc, vous êtes bien d'avant. Donc là, je vais mettre ça en commentaire pour que ça puisse pas perturber mon programme. Là, si vous voulez, c'est à peu près la boucle qui est utilisée pour remplir un tableau. Donc, on a le premier élément, c'est 0. Le dernier élément, c'est la taille moins 1. Et par la suite, on doit incrémenter par 1. Chose qu'on avait vu dans la partie du cours que pour passer d'un élément à un autre, c'est juste l'indice qui va changer. Maintenant, on va passer à la partie concernant l'affichage de notre tableau. Donc, affichage. Pour l'affichage, c'est à peu près la même boucle. Donc, je peux même faire une copie de ceci. Mais là, pardon. Donc là, j'ai juste besoin de faire un affichage. Donc, je peux m'en passer du scanf. Et là, pour afficher, donc, on va dire, donc ici, on va dire élément. Donc, désolé, je mets pas d'éléments, je mets pas d'accent et tout ça, vu que j'ai un clavier QWERTY. À chaque fois, je dois maintenir un bouton pour pouvoir choisir et c'est un petit peu. Donc ça c'est élément premier, par exemple on va donner l'indice de l'élément, est-ce que se trouve en première position, tout ce que vous voulez, deuxième, troisième, vaut par exemple, bien, on va mettre élément 1 tout court, c'est pourcentage. Là c'est, si vous voulez, on peut mettre i+1 ou bien i et par la suite on va mettre note de i. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit séquence d'échappement. Là, on va afficher les éléments qu'on avait saisis pour notre tableau. Donc, je vais essayer un petit peu de exécuter, compiler tout d'abord et par la suite exécuter. Donc, saisir élément 1 du tableau. C'est-à-dire, maintenant, c'est comme si je suis en train de remplir la première variable de mon tableau. Je peux mettre 12. Je peux mettre, par exemple, 13. À chaque fois, comme ça, qu'on est sûr. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Là, on a rempli à peu près les 10 cases de notre tableau. Et par la suite, on va les afficher. Donc, on a l'élément 0, c'est-à-dire l'élément premier du tableau, il vaut la valeur 12. C'est bien ce qu'on avait saisi. L'élément 1, c'est-à-dire la case suivante, il contient la variable 13. C'est ce qu'on avait bien saisi jusqu'à 21. Donc, c'était un petit peu ça, les tableaux unidimensionnels. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les tableaux à 2 dimensions. Donc, on est toujours dans les tableaux statiques. Et je vous dis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou bien si vous n'avez pas compris un truc que je me suis mal exprimé ou tout ça, donc je vous prie de bien vouloir me notifier, comme ça je pourrai me corriger.
et merci.